Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce Vlogmas numéro 6, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, j'ai un travail plutôt à la maison et je travaillais justement sur des problématiques de communication avec certains de mes clients. Et c'est aussi des problématiques que je rencontre beaucoup en ce moment dans mon entourage, dans ma famille, au quotidien, etc. Donc j'ai décidé à la maison de refaire des petites actions sur la communication. Autant que pour moi que pour les autres. C'est pas moi qui communique mieux que les autres. Il y a pas de, je suis pas meilleure en communication. J'ai d'ailleurs beaucoup de travail encore à ce niveau-là. Mais du coup, pour me mettre une piqûre de rappel, j'ai décidé d'afficher dans ma cuisine une petite affiche que je vais justement vous détailler parce que moi, elle m'intéresse. J'ai dû l'expliquer aussi à des personnes de mon entourage et je pense qu'elle peut intéresser beaucoup plus de gens que juste voilà, les personnes autour de moi. Donc je pense que je vais partager cette information avec vous. Donc je ne sais pas si vous connaissez la communication non violente. C'est un terme, une expression en fait qui a été définie par Marshall Rosenberg. C'est un spécialiste de la communication non violente. C'est juste pour dire en fait comment on fait pour communiquer avec les autres, que ce soit des collègues, de la famille, etc. Nos partenaires de vie, pour avoir une communication qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas sous la forme de reproche, et où on exprime clairement nos besoins et ce que ça nous fait quand nos besoins sont pas atteints, et ce qu'on ressent et ce qu'on aimerait à la place. Voilà, donc Rosenberg, il a défini en fait des étapes pour avoir des dialogues un peu en communication non violente. Donc au début, c'est un peu artificiel, on a tendance à dire ok, étape 1, étape 2, étape 3. Donc je vais vous montrer la petite affiche justement qui récapitule ces étapes. Donc ça sert un peu à s'entraîner. Et ensuite, quand on a l'habitude, on le fait beaucoup plus facilement, on n'a plus besoin du petit schéma. Je vous assure que c'est pas facile de le faire tous les jours, dans toutes les situations. C'est très bien aussi pour les adolescents, en fait, toutes les personnes qui n'ont pas été habituées à communiquer comme ça, c'est-à-dire à peu près tout le monde, parce qu'on n'a pas été élevé dans des familles. À l'époque, on ne parlait pas de communication non violente, de programmation neurolinguistique, d'expression de ses besoins, d'expression de ses émotions. C'est des choses quand même qui sont apparues au grand public dans les dernières années, mais c'est plus dans nos générations et les générations de nos enfants que ça va arriver, que les générations, par exemple, de nos parents. Donc moi, par exemple, j'ai lu ce livre. Alors pour moi, c'est un petit peu la Bible. Je vous l'ai pris pour vous le montrer. Donc ça s'appelle Les mots sont des fenêtres, donc de Marshall Rosenberg. Ça explique tout ça, tout le principe de la communication non violente. Donc c'est un best-seller. Il a plus d'1 million de ventes. Donc c'est un livre qui explique comment communiquer avec qualité avec les autres pour développer en fait cette compétence. Parce que c'est une compétence qui est extrêmement précieuse. Il le dit d'ailleurs dans le livre. Que ça soit dans sa vie personnelle ou dans son travail, quand on sait communiquer, qu'on sait exprimer ses besoins, qu'on sait écouter les autres aussi, qu'on sait comprendre quand ils sont en train de nous exprimer un besoin, et du coup ils nous respectent en le faisant en communication non violente, et nous aussi on les respecte, quelque part quand nous on applique la communication non violente, on montre l'exemple. Ça aide aussi les autres à le faire. Donc en fait c'est extrêmement important, je pense que ça concerne tout le monde. Donc pour moi ça c'est vraiment la base. Ensuite il y a plein d'autres petits livres, d'ailleurs celui-là qui est tout petit, qui s'appelle la process communication, se comprendre pour comprendre les autres. Donc ça donne plus des informations sur tous les types de personnalités. Alors c'est intéressant aussi parce que la base, les prérequis pour communiquer avec une autre personne, c'est de comprendre que l'autre personne, elle a un monde intérieur qui est différent d'une autre. Ça, c'est vraiment le prérequis. Chaque personne a son monde intérieur, sa vision du monde, qui est complètement différente des autres. Mais complètement. Même si vous pensez qu'elle vous ressemble, la personne, je vous assure que ses mécanismes internes, ses réflexions, sa façon de voir le monde, en fait, sa perception est complètement différente. Et du coup, comme sa perception est complètement différente, elle va souvent ressentir des émotions différentes par rapport à vous. Alors que parfois, vous êtes dans les mêmes situations, où vous voyez exactement la même chose. Il y a un objet, par exemple, vous voyez le même objet ou la même situation qui se passe devant vous. Lui, il va ressentir quelque chose, vous allez ressentir quelque chose d'autre. Et ça peut être totalement opposé, même si on a souvent l'impression que l'autre ressent comme nous. C'est totalement faux. Donc ça, c'est déjà le prérequis. Donc une fois qu'on sait ça, donc c'est pour ça que ce petit livre peut être intéressant, parce qu'en plus, il donne des espèces de sortes de personnalités, parce qu'on peut quand même, on va dire, regrouper l'ensemble des personnes en plusieurs personnalités qui se dégagent, des caractères différents. Donc il y a tout un tas de caractères qui ont été modélisés. Alors c'est un peu artificiel de faire ça, mais ça nous permet quand même de comprendre qu'il y a des gens qui sont plutôt comme ça, d'autres plutôt comme ça, d'autres plutôt comme ça. Et quand on les observe bien et qu'on voit à peu près à quel caractère on a affaire,
on peut aussi mieux communiquer avec eux. C'est beaucoup plus facile. Donc il faut aussi s'ouvrir au monde des autres en fait. Quand vous ouvrez votre fenêtre au monde des autres, bah, vous arrivez à communiquer avec eux plus facilement. Et quand vous ouvrez votre monde aussi aux autres, ils vous comprennent. C'est ça la communication violente, c'est ouvrir ses ressentis, ses besoins, sa réflexion et ses sentiments aux autres. Donc c'est pour avoir une communication qui est la plus transparente possible. C'est pas au contraire pour manipuler les autres. C'est vraiment pour être transparent et juste communiquer nos besoins. Parce que les autres, ils sont pas devins, quoi. C'est ce que je dis toujours, moi, dans ma famille, je dis toujours, je ne suis pas devin. Dis-moi de quoi tu as besoin pour être satisfait ou pour avoir voilà, ton besoin qui est accompli. Parce que moi, je suis pas devin et moi, à ta place, j'aurais besoin de ça. Mais je ne sais pas si toi, tu as besoin de la même chose. Dis-moi de quoi tu as besoin. Normalement, on n'aurait pas besoin de dire ça. Les gens devraient s'exprimer. Alors, du coup, par rapport à ces deux livres, donc je vais vous montrer la petite affiche. Alors, la communication non violente en 4 étapes. Donc voilà, il y a le petit bonhomme de la communication non violente. Donc ça, vous pouvez le trouver vraiment sur Internet, dans tous les... Il y en a énormément d'exemples de schémas. Je vous en mettrai un en description de cette vidéo. Donc la première chose, c'est qu'on observe. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la situation qui ne nous a pas plu, par exemple? Il se passe quelque chose, on n'est pas content, mais comment faire pour le dire? Donc on observe, donc on exprime des faits concrets sans évaluer ou sans juger. Des faits concrets sans évaluer, sans juger. Ça veut dire on dit ce qu'on voit. On dit ce qu'on a entendu, on dit ce qu'on a senti, mais on dit pas, on n'essaie pas d'interpréter la chose. Donc là, dans l'exemple, ils disent, exemple, quand je vois tes chaussettes, alors, au lieu de dire tes chaussettes qui traînent, parce que si on dit quand je vois tes chaussettes qui traînent, ça veut dire qu'on juge, on émet déjà un jugement sur la personne qui laisse traîner ses chaussettes. Donc ça, déjà, c'est un reproche. Donc on dit pas quand je vois tes chaussettes qui traînent, on dit quand je vois des chaussettes par terre. Tes chaussettes par terre, ça c'est un fait. Il y a tes chaussettes, elles sont par terre. Ce que ça me fait, sentiment, donc la deuxième partie, le petit cœur, eh bien, là on exprime son ressenti et on dit je, on dit pas tu, on dit je ressens ça me fait ça. On dit pas tu n'es pas gentil ou tu devrais plus faire comme ça. Vous voyez, on ne dit pas tu, on dit je, tout le temps je. Parce que alors là, il n'y a rien de plus violent que de dire tu. Tu dois penser ça, tu dois avoir envie de... Bah non, on n'est pas dans la tête de l'autre, on dit pas tu, on dit je. Ça, j'insiste parce que c'est très souvent qu'on le fait sans s'en rendre compte. Donc là, bah, par exemple, quand je vois tes chaussettes par terre, exemple, je me sens triste, en colère ou je me sens inquiet, peu importe, vous dites ce que vous ressentez. Donc ça pourrait être je me sens en colère ou oui, je me sens inquiet parce que c'est tous les jours que je les trouve par terre. Et on peut sentir plusieurs choses. Donc par exemple, on peut se sentir à la fois en colère et joyeux. On dit pas j'ai le sentiment que tu ne m'aimes pas ou que tu ne me respectes pas. Ça, c'est un jugement. On est dans le tu. Dès qu'on est dans le tu, c'est un jugement. Si on veut rester en communication non violente, on est dans le je, on n'est pas dans le tu. Donc, je suis en colère. Dès que je vois des chaussettes par terre, ça me met en colère. Ça, c'est de la communication non violente. Besoin. J'exprime mes besoins profonds. Donc ça, pardon, sur la partie sentiment, ça veut dire qu'on sait ce qu'on ressent. Ça veut dire qu'on va à l'intérieur de nous et qu'on regarde ce que je sens, c'est quoi? De la colère, de la tristesse, de la déception. On doit être capable de dire. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le dire facilement. Donc ça veut dire qu'on doit travailler sur ça, comprendre nos émotions et arriver à les dire. Ça, c'est vraiment le plus gros effort, à mon avis, pour être dans la communication non violente. Donc quand je vois tes chaussettes par terre, je me sens en colère. Là, on exprime notre besoin. Donc notre besoin profond par rapport à ça. C'est pas juste j'ai besoin que tu ranges. C'est vraiment quel besoin on exprime. Donc exemple, je me sens en colère parce que j'ai besoin de. Donc c'est pourquoi je suis en colère en fait. C'est pas je veux que tu ramasses tes chaussettes. Ça, on n'est pas encore à cette étape. Ça, souvent, on chante l'étape du besoin. Quel est le besoin qui n'est pas rempli pour nous et qui nous met en colère? Quand on est en colère, c'est qu'on a un besoin. Et ce besoin, il n'est pas rempli. Donc, on le dit. Donc, je reprends l'exemple. Quand je vois tes chaussettes par terre, je me sens en colère parce que j'ai besoin d'ordre, par exemple. J'ai besoin d'ordre dans la maison. Parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité et je ne peux être en sécurité que dans une maison ordonnée. C'est notre monde. Là, on explique notre monde à nous. Peut-être que l'autre, dans son monde, ça n'existe pas. Ça, il nous prend pour un fou quand on dit ça. Mais c'est pas grave. On exprime notre monde. Moi, je sais que dans ma vie, personnellement, j'ai beaucoup de choses dont j'ai besoin qui sont reliées à la sécurité. Par exemple, moi, le besoin d'ordre, si je prenais l'exemple des chaussettes, le besoin d'ordre, pour moi, pourquoi j'aime pas une maison désordonnée? Parce que je n'arrive pas à me reposer dans une maison désordonnée. J'ai besoin d'ordre parce que j'ai l'impression de contrôler mon environnement et que tout est bien à sa place et ça me rassure.
Et donc, ça me donne un sentiment de sécurité. Donc, en fait, j'ai besoin de sécurité. Vous voyez, c'est le lien de cause à effet entre des chaussettes qui traînent par terre, qui sont par terre, pardon, et un besoin de sécurité, il est loin quand même. Donc, la personne en face, comment vous voulez qu'elle comprenne ce truc-là, si vous lui avez jamais dit? Vous pouvez lui dire tous les jours, ramasse tes chaussettes, j'en ai marre, en mode reproche. Elle va le faire. À chaque fois, vous allez vous énerver. Peut-être que là, ça va être différent si vous lui dites, je me sens pas en sécurité quand je vois la maison désordonnée et quand je vois les chaussettes qui traînent par terre. Et donc, on demande, seulement là, on demande ce qu'on voudrait à la place. Donc, faire une demande de façon active et positive. Positive, ça veut dire ne pas faire dans votre phrase, ne pas inclure de sous-entendus négatifs sur la personne, ou « Ah, bah, c'est quand que tu vas apprendre à ranger tes chaussettes, j'espère que tu vas bientôt arriver parce que ça fait 50 fois que je te le dis. » Vous voyez, c'est pas la peine d'aller là-dedans. On est dans l'actif et le positif. Donc, on propose une solution qui est positive, sous format positif, donc pas avec des négations. Et ça doit être conscient et explicite, ça veut dire qu'on doit bien expliquer ce qu'on voudrait. Ça doit être simple aussi, le plus simple possible, clair et précis, concret et réalisable. Vous voyez, tout ce qu'ils ont mis dans ce schéma. Donc c'est pas un truc flou, c'est pas j'en ai marre, je voudrais que tu ranges maintenant. C'est comment faire pour que ces chaussettes ne soient plus par terre. Donc ça peut être tout simple, ramasser, sauf est-ce que tu peux les ramasser? Si c'est la 50e fois, c'est peut-être pas suffisant, est-ce que tu peux les ramasser? Peut-être qu'il va falloir réfléchir à un système un peu plus robuste pour pas que ça revienne. Donc ça peut être par exemple de quoi tu aurais besoin pour ranger plus facilement ces chaussettes parce que je voudrais qu'elles soient rangées quoi, dans le placard ou dans la machine à laver, ou est-ce que je peux mettre par exemple en place un bac pour les chaussettes et que tous les soirs tu les mets directement là-dedans. Vous voyez, peut-être il y a des solutions à trouver. Donc vous proposez quelque chose et l'autre il doit soit accepter votre solution, soit en proposer une autre. Mais en fait, vous devez arriver à un petit consensus entre vous. Il peut y avoir même une petite négociation à ce moment-là. Ça arrive souvent. Par exemple, avec les adolescents, on est souvent dans la négociation. Ils font quelque chose, donc on observe ce qu'ils font. Ça peut nous faire des sentiments difficiles. Donc on peut dire, souvent ça nous rend inquiets ou en colère parce qu'on ne se sent pas respecté. Donc voilà, là souvent, la demande, ça prend un petit peu de temps parce que des fois c'est pas simple. Je vous dis, il y a une petite négociation qui peut se passer à ce niveau-là. Vous proposez quelque chose, l'autre y répond quelque chose. Voilà. Alors, ce qui est très 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 important quand on fait de la communication non violente, c'est pas seulement les 4 étapes, mais c'est la façon dont on va les exprimer, c'est-à-dire le ton de notre voix, nos micro-expressions du visage, parce que l'autre en fait, il va détecter tout ça. Tout ce qui est paraverbal, en fait, c'est plus de 80% de la communication. Donc les mots finalement qu'on utilise, même s'ils sont parfaits, même s'ils suivent le petit bonhomme, là, qu'on n'a fait aucune erreur, et bien en fait notre ton, le volume de notre voix, le débit, tout ça, toute cette communication paraverbale, elle peut être méga agressive, même si on utilise tous les bons termes. Moi j'en suis un peu là, si vous voulez, je sais comment faire pour exprimer et suivre ce petit bonhomme, mais souvent je le fais dans un moment où je suis tellement en émotion que tout le reste de ma personne exprime de l'agressivité. Et du coup, le message, il passe pas non plus très bien, il n'est pas non violent. Parce qu'il est carrément presque plus violent, puisque ça énerve les gens quand vous parlez avec des termes simples et gentils, mais avec un ton qui est pas du tout dans la même veine. Et ça peut faire du coup une dissonance dans cette communication, et les gens vont très très mal réagir. Ils vont se mettre en protection ou en agressivité. Parce qu'ils vont se sentir attaqués en fait. Le but de la communication non violente, c'est de ne pas attaquer les personnes, mais d'expliquer vos besoins et essayer de les faire rentrer un petit coup dans votre monde pour qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de vivre. Et une fois qu'ils ont compris ce que vous êtes en train de vivre, ils vont mieux savoir répondre à votre demande. Alors je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups, c'est quelque chose qui est sur le long terme, mais en tout cas, moi, vous voyez, j'ai besoin de le remettre, cette petite affiche, pour rappeler un petit peu les bases. Parce que moi-même, j'avais tendance là, avec la fatigue, la fin d'année, à ne plus vraiment faire ça, à être un peu plus en mode reproche, en mode agressivité. Je l'ai remarqué moi-même. Et après, je le voyais après coup et ça me gênait. Du coup, j'avais pas de résultat aussi sur ce que j'essayais de faire en communication. Et puis, dans ma famille, les autres personnes aussi faisaient plus trop d'efforts sur la communication non violente. Donc, j'ai remis ce schéma l'autre fois et puis je leur ai dit, voilà, je vous le mets. J'aimerais qu'on communique le plus possible comme ça si on y arrive. Et ça serait cool, ça serait respectueux pour tout le monde.
Ça veut pas dire que tout le monde va avoir tout le temps ses besoins remplis, sinon ça serait merveilleux, mais forcément, quand vous vivez en famille, il y a forcément des gens, quand leur besoin est rempli, celui des autres n'est pas rempli, parce que des fois, c'est contradictoire nos besoins. Par exemple, on reprend la chaussette, si la personne, elle a besoin de liberté, et que arriver et lancer ses chaussettes par terre, ça lui fait du bien, ça lui enlève tout son stress de la journée, et que vous, votre besoin, c'est l'ordre et le rangement, c'est contradictoire. Donc là, il va se passer de la négociation pour dire « Ok, je veux bien que tu jettes tes chaussettes en l'air, ok, je peux accepter ça, mais peut-être tu le fais dans ta chambre, que moi je ne vois pas, vous voyez, où il peut y avoir des négociations. » Là, je prends l'exemple de la chaussette, parce que c'est l'exemple du schéma, mais pour tout, en fait, c'est pas parce qu'on fait de la communication non violente que les gens vont faire tout ce qu'on veut. C'est juste qu'on va arriver à exprimer notre besoin, c'est juste ça le but. Et s'ils comprennent, nous, on peut aussi leur demander « Mais c'est quoi ton besoin quand tu fais ça ? Ou quand tu dis ça ? C'est quoi ton besoin ?» Comme ça, je comprends. Et tu me dis ce qu'il y a derrière, en fait, qu'est-ce que ça te fait ressentir. Comme ça, je comprends aussi l'importance que ça a. Et après, on peut négocier entre deux personnes qui savent se parler. Voilà. Mais c'est tellement important, la communication non violente. Je pense que c'est, quand j'ai fait du coaching, j'ai commencé mes formations, etc., je crois que c'est la chose qui m'a le plus surpris de savoir qu'on pouvait se parler de cette façon-là. Et que je pense que ça résout 80% des problèmes qu'on a avec les autres. Parce qu'en fait, beaucoup de problèmes qu'on a avec les autres, ce sont des problèmes de communication. Juste, on va pas dans le monde de l'autre, et l'autre, il vient pas dans notre monde, et on est chacun dans notre monde, et on est buté. Et quand l'autre vient dans son monde, en fait, on a peur qu'il vienne enlever des choses à l'intérieur de nous, ou qu'il nous comprenne pas, et on s'énerve. Et on veut pas lâcher nos besoins, ce qui est normal, hein, c'est instinctif. Donc on est sur la défensive, dès qu'on se sent attaqué. Donc tout ce qu'on parle, tout ce qu'on discute quand on est sur la défensive ou sur l'agressivité, ça n'a aucun impact dans le concret. Il n'y aura jamais de solution trouvée suite à une dispute ou des communications agressives. Donc ça, je le sais, en théorie, je le sais que ça ne marche pas, mais en réel, de l'appliquer, c'est vraiment très difficile. Surtout quand vous êtes dans des périodes de fatigue, ou un peu que ça c'est souvent, qu'il y a des choses qui vous vont pas et qu'il faut s'exprimer de façon comme ça claire, et qu'en face on vous renvoie quelque chose qui n'est pas non violent, justement, qui est violent, de réessayer. Mais j'ai l'impression que c'est des tests un petit peu tous les jours, que ça soit dans le travail, dans la vie personnelle. C'est comme si vous aviez en tout cas l'opportunité de tester ça tous les jours. Donc entraînez-vous, lisez les bouquins de Rosenberg si jamais ça vous intéresse. Mais ça peut vraiment aider avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, avec vos collègues, avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Ça peut aider avec tout le monde, pour parler de vos besoins. Et en plus, ça montre un peu quelque part votre vraie personnalité, donc c'est de la transparence. Donc une fois que vous êtes transparent avec les gens, et que vous montrez vos vulnérabilités et tout ça, il n'y a pas de raison qu'ils répondent mal à ça, ou qu'ils soient agressifs. Je veux dire, même dans le travail. Quand vous dites, par exemple, j'ai besoin, je sais pas, que tu finisses cette tâche avant 16h quand je te le donne le matin, parce qu'après moi, j'ai peur. En fait, j'ai peur que ça ne soit pas réalisé dans la journée, ou qu'on soit en retard sur le projet, si cette tâche prend trop de temps, ou si tu ne me préviens pas de où tu en es dans la tâche, moi ça m'inquiète, parce que j'ai besoin d'être rassurée sur ce projet, parce qu'il est très important pour moi, et est-ce que tu peux du coup mettre en place des alertes si jamais tu prends du retard, etc., me prévenir. Voilà. Je vois pas pourquoi votre collaborateur il pourrait prendre ça pour de l'agressivité, ou etc., si vous exprimez votre besoin. Vous voyez ? C'est pas comme si on disait, quand même, est-ce que tu peux je t'ai déjà dit qu'il fallait que tu me dises quand t'es en retard, et là tu l'as encore pas fait, où est-ce que tu en es, c'est le 10e mail que je t'envoie pour te demander des nouvelles sur ce projet. Ça, c'est mode reproche. Donc voilà, je dis pas que ça marche à chaque fois, hein. Vous pouvez tomber sur des personnes qui s'en fichent de vos besoins, et puis elles vont pas forcément répondre ou être dans cette communication non violente parce qu'elles l'ont pas apprise. Donc il faut aussi être tolérante avec ces personnes-là, être tolérant, être humble, parce que moi je suis la première à dire qu'il faut communiquer en communication non violente, et des fois je suis complètement à côté de la plaque, je communique, mais là en ce moment vraiment je communique pas du tout en communication non violente, je suis très mode reproche. Donc là j'ai décidé que j'allais faire une petite pause de communication tout court pour me recentrer et revenir à ça. Parce que j'étais un peu dans une... Vous savez, on a des périodes de vie où on vit des transitions, on vit des périodes un peu où il y a des choses importantes qui se passent à l'intérieur de nous. Il y a du ménage, on va dire, il y a de la mise à jour qui se passe, parce qu'on fait un travail... il y a des fois des émotions qui nous submergent à certains âges de notre vie ou certains moments.
Et il y a plein de choses qui se mettent en place dans notre corps, qu'il faut aller nettoyer, voilà, on doit reprogrammer des choses. Et dans ces moments-là, c'est dur d'être en communication non violente avec les autres parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur de nous que tout est un peu en chaos et qu'on ne sait plus trop où on en est, et du coup communiquer non violemment c'est compliqué. Donc je me l'applique déjà à moi-même, donc faites de même, appliquez déjà ces techniques à vous-même, et puis on va dire par miroir, si vous le faites sur vous, les autres personnes auront tendance aussi à le faire même sans s'en rendre compte. De toute façon, tout ce qu'on fait sur nous va être dupliqué en miroir sur les autres, parce qu'inconsciemment en fait il y a des choses qui se passent. Donc c'est pas la peine de faire le prof et d'expliquer ça aux autres de toute façon. Voilà, moi j'ai juste mis ce schéma-là. Si ça intéresse quelqu'un, il peut venir le regarder. Mais je vais pas faire un cours sur le schéma et dire que je suis la meilleure par rapport à ça, quoi. Voilà, donc écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé si vous connaissiez pas la communication non violente. Peut-être vous allez commencer à regarder ça, j'espère. Si vous la connaissez, dites-moi comment vous avez fait pour l'appliquer dans votre quotidien. Est-ce que vous y arrivez tout le temps ? Est-ce que c'est quelque chose, ou est-ce que vous avez des modèles ou des personnes que vous connaissez qui communiquent tout le temps comme ça ? Moi, j'aimerais bien avoir un modèle là-dessus pour m'aider aussi à voir un petit peu les façons de faire concrètement. Même si j'essaye de le faire, c'est pas facile. Je n'ai pas forcément de modèle autour de moi où je me dis cette personne, c'est vraiment comme Rosenberg, quoi. Je pense que lui, il doit communiquer quand même de façon non violente. Il peut y avoir des professeurs qui font ça avec leurs enfants. Je sais que c'est appris aussi dans les cours primaires. J'ai discuté avec une institutrice qui m'a dit qu'ils faisaient ça à l'école pour apprendre aux enfants à le faire. Ils appellent ça par exemple les messages clairs. Donc ils disent pas aux enfants communication non violente, ils disent messages clairs. Et ils apprennent comment communiquer, comment un enfant peut communiquer avec un autre enfant de façon claire en exprimant son besoin. Donc ça ressemble à ça. Donc ça c'est très très bien, ils commencent à l'apprendre à l'école. Peut-être que vos enfants le font, j'espère. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Check the mic and make sure it sound right, boys.